Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne. Déjà paru. Adama Gaye, Chine-Afrique, Le Dragon et l'Autruche 2006. Ali Cissé, Mali, une démocratie à refonder, 2006. Jérim PERENGDJERI, Presse et Histoire au Congo-Kinshasa, 2006. Feriel BELCADHI, L'image de la Côte d'Ivoire dans le quotidien Le Monde, 2006. Théo DOHDJANHOUNDY, Autopsie de la crise ivoirienne. La nation au cœur du conflit, 2006. Georges Niemke Kodjo, Le royaume de Kong, 2006. France MANGHARDT, Les enfants pêcheurs au Ghana, travail traditionnel ou exploitation, 2006. Viviane Gnakale, Laurent Gbagbo, Pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, 2006. Daniel Franck DIATA, L'Afrique dans le système LMD, 2006. Enoch DJONDANG, Les droits de l'homme, un pari difficile pour la renaissance du Tchad et de l'Afrique, 2006. Abderrahmane Ngaïd, La Mauritanie à l'épreuve du millénaire. Ma foi de citoyen, 2006. Ernest DUHY, Le pouvoir est un service, Le cas Laurent Gbagbo, 2006. Léonard ANDJEMBE, Les sociétés gabonaises traditionnelles, 2006. Gaston BEMBANDOUMBA, Les Bas-Congo et la pratique de la sorcellerie, 2006. Mohamed Lemine Ould El Kettab, Ouadane, port caravanier mauritanien, 2006. Mohamed Lemine Ould El Kettab, Facette de la réalité mauritanienne, 2006. Assane Dinga MBO, Introduction à l'histoire des migrations au Congo-Brazzaville. Les Ngala dans la cuvette congolaise. 17e-19e siècle, 2006. Pierre Ngaka, Le droit du travail au Congo-Brazzaville, 2006. Doudou Sidibé, Démocratie et alternance politique au Sénégal, 2006. Préface. Dès les premiers mots, cet ouvrage annonce ses couleurs. Une histoire des liens rompus il y a des siècles mais qui se rétablissent au hasard de l'histoire. 23 septembre 1993. Un début d'après-midi. Dans les labyrinthes de la Sorbonne, une jeune fille se perd. Nos regards se croisent. Je la dépasse. Puis je reviens sur mes pas. Elle me demande un renseignement. Ensuite viennent les présentations. Elle est haïtienne et moi congolais. Est-ce un hasard ? Deux regards qui se croisent, dans un contexte de l'enseignement La Sorbonne. Deux peuples qui se rencontrent à travers deux personnes, le Congo et Haïti. Une jeune fille perdue, et l'autre revient sur ses pas à l'image d'une référence historique aux temps immémoriaux. Quelle symbolique ! On se croirait dans un roman. Cet ouvrage part des liens nouveaux tissés au hasard d'une rencontre pour restituer un passé séculaire, dont la toile de fond reflète l'image d'une quête identitaire violée à laquelle il faut rendre ses lettres de noblesse. Ces regards croisés dans un passé récent ne manquent pas d'évoquer le temps de la douleur de la séparation involontaire, pour une marche forcée vers des horizons inconnus, vers les Amériques, vers un paysage et une vie incertaine. Lorsque l'on compare la rencontre de l'auteur de cet ouvrage et sa future âme sœur au croisement entre deux peuples, le Congo et Haïti, dans un mouvement de redécouverte de leurs liens anciens, l'on est tenté de penser à un élan inattendu d'un mouvement vers l'une ou l'autre direction, celle des êtres qui s'accomplissent dans leur plénitude et dans leur totalité. C'est une symbolique attachante qui traduit le retour du cycle de l'histoire vers un accord conciliant entre l'esprit et le corps, qui fait que la vie et la survie du cosmos résident dans la saisie profonde des signes du temps. Cette rencontre apparemment fortuite est le fondement même de cet ouvrage qui porte le titre Les Haïtiens au Congo. Cette relecture de l'assistance technique haïtienne au Congo, ce retour volontariste d'un groupe d'intellectuels haïtiens venus à la rescousse de la République du Congo lors de ses premières années de l'indépendance, rappelle ce passage, puis je reviens sur mes pas. Eux aussi sont revenus sur leurs pas, à la recherche des traces de leur identité oubliée sous le regard de leurs frères désarmés. Qui aurait pensé aux traces indélébiles laissées par ce groupe de volontaires haïtiens, ce soupçon de grain d'or qui continue de briller et qui appelle à sa mise en valeur pour redonner confiance à ces deux peuples, et qui, curieusement et au même moment de leur histoire actuelle,
traversent le calvaire dans leur quête d'une ère de lueur visant à combler un vide historique factice? Les témoignages éclairants et poignants d'un échantillon de Haïtiens et des bénéficiaires congolais de leur action volontaire dans l'enseignement au Congo dans les années 1960 constituent un trésor, une mémoire qui a réussi parfaitement à pérenniser l'itinéraire à la fois sinueux et glorieux de l'histoire des deux peuples. Cet ouvrage de Camille Couillou qui retrace sous un regard critique indirect une tranche importante de l'histoire de la République démocratique du Congo, met en exergue l'attachement de ces héros dans l'ombre à la noblesse de leur apport. C'est donc un plaisir pour moi, d'être ce lecteur privilégié de cette œuvre de l'esprit où se déploie simplicité et fécondité, et où l'homme reste le sculpteur, malgré l'immensité des forces qui le dépassent. Grâce à cette œuvre, il est permis de penser que si les âmes qu'elle ressuscite revenaient tenter notre terre, l'humanité apprendrait à mieux faire naître des ordres nouveaux qui inciteraient au goût de vivre et à cet élan vers les hauteurs. Je suis convaincu que les autres lecteurs à venir liront ce texte avec autant de délectation. Professeur Julien Kaïel à NGA, MUSINDE. Directeur des langues et de l'écrit. À l'Organisation internationale de la francophonie. Recteur honoraire de l'Université de Lubumbashi. Avant-propos. 23 septembre 1993. Un début d'après-midi. Sur le chemin qui me mène du Panthéon à la Sorbonne, mon esprit est occupé par les débats qui venaient d'avoir lieu à l'occasion d'une soutenance de thèse. Je venais moi-même de soutenir ma thèse 3 mois auparavant. Dans les labyrinthes de la Sorbonne, une jeune fille se perd. Nos regards se croisent. Je la dépasse. Puis je reviens sur mes pas. Elle me demande un renseignement. Ensuite viennent les présentations. Elle est haïtienne, et moi congolais. On disait à l'époque zaïrois. Quelques instants plus tard, assis sur un banc, place de la Sorbonne, elle me parla de son pays. Je lui parlais du mien. Les discussions basculèrent sur le prochain bicentenaire de la Première République noire. Je lui dis que le bilan de Haïti durant ses 200 ans d'indépendance n'était pas négatif pour moi. Car des centaines de Haïtiens ont traversé l'Atlantique pour participer à la construction du Congo, au lendemain de son indépendance politique. C'était une découverte pour elle. Elle retiendra bien la leçon et s'en servira plus tard. Nous avons continué à nous voir, et avons décidé de nous marier. Nous étions loin d'imaginer les difficultés qu'une telle décision pouvait entraîner. Un jour, alors que tout me semblait aller pour le mieux, ma fiancée me fit comprendre que sa famille n'acceptait pas notre union, et que certains caciques de sa communauté parentale étaient déterminés à empêcher ce mariage. Pour certains d'entre eux, un Africain ne pouvait qu'être un sans-papier qui voulait profiter de leur fille. Pour d'autres, un Africain ne pouvait qu'être polygame. Pour contourner cette difficulté, ma dulcinée a imaginé un stratagème. À mon insu, elle me présenta comme l'enfant d'une haïtienne assistante technique au Congo dans les années 1960. Mon père, un Congolais, m'aurait gardé après le retour de ma mère en Amérique. Cette dernière n'aurait plus donné de nouvelles depuis lors. Il est vrai que je n'ai jamais approuvé cette mise en scène que je trouvais ridicule. Mais par solidarité envers ma fiancée, je n'ai pas cherché à la démentir expressément. Après tout, ce montage n'était-il pas destiné à donner une chance à notre union? Prise de pitié pour un enfant abandonné en Afrique par une mère haïtienne, une minorité des membres de la communauté, notamment parmi les femmes, finit par accepter le mariage. Pour la majorité, j'étais, je suis et je resterai toujours un intrus dangereux. J'apprendrai plus tard que le noyau dur de la communauté s'était réuni la veille du mariage pour saboter tous les préparatifs de la fête et tenter une dernière fois d'empêcher la célébration. C'était trop tard. J'apprendrai aussi dans la foulée que certains modérés de la famille auraient promis à mon épouse de tout mettre en œuvre pour retrouver ma mère. Derrière cette stratégie de contournement de la norme communautaire par une jeune fille déterminée à épouser l'élu de son cœur, il y a certes l'éternelle question de l'altérité, mais il y a aussi un problème de dialogue entre les deux communautés, africaines et haïtiennes, notamment dans le contexte de l'immigration. Je suis convaincu que c'est la méconnaissance de l'autre qui explique la réaction épidermique de certains parents face à des questions vitales comme le mariage mixte.
La connaissance de l'autre est pour moi une condition essentielle pour un dialogue fructueux entre les peuples. Je publie cet ouvrage pour 3 raisons principales. D'abord, pour que les membres des 2 communautés haïtiennes et africaines découvrent une autre page de leur passé commun, celle du retour massif des Haïtiens en Afrique comme assistants techniques après les indépendances africaines. J'espère que les témoignages des Haïtiens du Congo permettront aux Haïtiens de Haïti d'accéder à une meilleure connaissance de l'Afrique que celle des manuels et des médias. J'ai l'intime conviction que cette connaissance du réel africain, à travers des récits de vie des Haïtiens qui ont vécu au Congo, devra faciliter le dialogue entre les familles à l'occasion des unions mixtes entre des personnes issues de ces 2 communautés. Ensuite, par devoir de mémoire. Au-delà de la contre-performance actuelle de la République d'Haïti sur les plans politiques et économiques, il convient de ne pas oublier que les assistants techniques haïtiens ont joué un rôle important dans la construction de l'État congolais. Même si au Congo comme en Haïti, cette page de l'histoire est occultée, oubliée, inconnue ou méconnue. Mon souhait est que des cendres de cette assistance technique germent une véritable coopération entre les 2 pays, et d'une manière générale, entre Haïti et son alma mater. Enfin, pour combler un vide historique. En effet, les ouvrages d'histoire sont muets sur la présence haïtienne au Congo. Occultée ou oubliée, je pense que cette page de l'histoire du Congo mérite d'être connue des historiens et des jeunes générations africaines et haïtiennes. Une 2e édition de l'ouvrage est prévue. Je la veux plus riche et plus complète. Les témoignages d'autres anciens assistants techniques haïtiens au Congo, ainsi que de leurs anciens élèves et collègues seront bienvenus. Il en est de même des apports des responsables politiques de l'éducation nationale du Congo, voire d'anciens fonctionnaires ou de consultants de l'UNESCO. Je remercie vivement tous nos interlocuteurs pour leurs récits et témoignages. Je remercie aussi mes amis Marie-Laurence Jocelyn Lassègue et Bayina Bello pour leurs encouragements. J'ai une pensée spéciale pour tous les assistants techniques haïtiens qui ont quitté ce monde avant la publication de cet ouvrage. Enfin, cet ouvrage a été publié grâce au soutien financier du Consulat général d'Haïti en France. Introduction. Au lendemain de leur indépendance politique, certains nouveaux États d'Afrique ont dû faire appel à des étrangers, notamment à des Haïtiens, sous l'égide de l'UNESCO ou à leur propre initiative, pour les accompagner dans leur quête du développement. À l'époque, Haïti était déjà indépendant depuis 156 ans. En effet, l'île de Saint-Domingue acquiert son indépendance en 1804 à la suite de l'insurrection des esclaves. L'ancienne colonie française devient le premier État noir indépendant et adopte le nom Haïti que lui donnaient les Indiens Taïnos avant l'arrivée de Christophe Colomb. Au début du XXe siècle, l'hostilité entre les paysans noirs et l'aristocratie mulâtre plonge Haïti dans la violence et justifie l'intervention du puissant voisin américain qui occupera le pays. Cette occupation ouvrira la voie à la dictature des Duvalier. Pour de nombreux intellectuels haïtiens, l'offre des pays africains ne pouvait mieux tomber. Il est certes vrai qu'une bonne partie du programme de recrutement était contrôlée par l'État. Mais il y a eu aussi d'autres filières qui ont permis à des milliers de personnes de fuir la dictature et de gagner le Congo. Les premiers contingents des Haïtiens, de 1960 à fin août 1964, seront sous contrat de l'ONU. Ils relèvent donc de la coopération multilatérale. Car le Congo est membre de l'ONU depuis juillet 1960. Les autres ne rentreront pas dans cette catégorie car les recrutements onusiens s'arrêteront à la fin de l'année scolaire 1963-1964. Le gouvernement congolais prendra le relais jusqu'à la fin des années 1980. Mais entre le Congo et Haïti, il n'y a jamais eu de relation formelle de coopération. Les recrutements se feront de façon informelle, notamment par des relations personnelles et des réseaux informels. Les premiers arrivants aideront les amis et connaissances intéressés à faire des dossiers et à avoir des contrats. Par ailleurs, comme nous le verrons un peu plus loin, l'apport des Haïtiens au développement du Congo ne peut être considéré comme de l'aide au développement. Car ce n'est pas le gouvernement haïtien qui a aidé le Congo, mais la communauté internationale d'abord, puis c'est le gouvernement congolais lui-même qui a proposé des contrats aux individus intéressés à titre privé.
Pour les raisons évoquées ci-dessus et pour ne pas nous perdre dans des confusions, nous n'utiliserons pas le terme coopérant pour désigner ceux qui sont dans cette deuxième catégorie. Nous utiliserons plutôt le terme assistant technique qui réunit les deux catégories. L'ouvrage comprend 3 chapitres. Dans le premier, nous présentons le Congo à nos lecteurs. Car nombreux sont les Haïtiens qui ne connaissent pas les pays d'Afrique, ou qui n'en ont qu'une connaissance nébuleuse. Mais cette présentation intéresse aussi les autres lecteurs. Car nous insistons sur des pages d'histoire du Congo inconnues du grand public. Le deuxième chapitre de l'ouvrage est consacré au contexte qui a permis l'arrivée massive des Haïtiens au Congo, et aux motivations qui ont été à la base non seulement du choix des Haïtiens par la communauté internationale, mais aussi des décisions individuelles d'expatriation. Si au niveau de l'UNESCO, qui était à la base de l'opération, la proximité culturelle et le niveau de formation des Haïtiens étaient déterminants, au niveau individuel, la dictature de Duvalier et les arguments économiques étaient les raisons principales. Dans le troisième chapitre qui est certes le point culminant de l'ouvrage, nous ravivons la mémoire des Haïtiens du Congo en leur donnant la parole. D'une part, des assistants techniques nous livrent des témoignages qui dans l'ensemble, reviennent sur les circonstances de leur départ d'Haïti, leur vie quotidienne au Congo, sur les relations qu'ils ont eues non seulement avec le peuple congolais, mais aussi avec leurs collègues, et enfin sur les difficultés internes à la communauté haïtienne du Congo. Par ailleurs, pour ne pas avoir un discours univoque, nous avons donné aussi la parole à des anciens élèves de ces assistants techniques, à leurs parents et à d'autres témoins de cette page d'histoire commune haïtiano-congolaise. Chapitre 1. Le Congo, un géant au cœur de l'Afrique ? Revisiter l'assistance technique haïtienne au Congo, c'est revisiter une page d'histoire du Congo que nous pensons méconnue, occultée ou inconnue. En effet, d'une part, de nombreux Africains et Haïtiens ne la connaissent pas. D'autre part, une majorité de Haïtiens n'a qu'une connaissance nébuleuse du Congo et de l'Afrique en général. Aussi, au début de notre ouvrage, il nous paraît nécessaire de présenter le Congo et les circonstances de ce retour des Haïtiens en Afrique. Autour d'un fleuve majesté, un scandale géologique. Traversé par l'équateur, le Congo s'étend sur la cuvette forestière humide et chaude qui correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo, le plus long d'Afrique après le Nil, et sur les plateaux et hauteurs de l'Est. Avec une superficie de 2 345 000 km², le Congo est, après l'Algérie et le Soudan, le pays le plus vaste du continent africain. Pays francophone, le Congo a des frontières communes avec 9 pays avec lesquels la gestion des rapports est parfois difficile. Il s'agit des États suivants. Le Congo-Brazzaville francophone, la République centrafricaine francophone, le Soudan anglophone, l'Ouganda anglophone, le Rwanda anglophone et francophone, le Burundi francophone, la Tanzanie anglophone, la Zambie anglophone et l'Angola lusophone. Pays aux richesses fabuleuses, le Congo est qualifié par de nombreux experts de scandale géologique, car son sous-sol regorge de ressources minières dont les principales sont le cuivre, le cobalt, le diamant industriel et le coltan. L'opinion internationale se souvient encore que 70% de l'uranium utilisé par les Américains dans la mise au point des bombes atomiques qu'ils ont larguées sur Nagasaki et Hiroshima provenait du Congo belge. La population du Congo est estimée à 50 millions d'habitants. Elle se compose de plus de 450 groupes ethniques répartis dans les 11 provinces que compte actuellement le pays. Une grande partie de cette population vit aujourd'hui dans les grandes villes du pays. Lubumbashi au sud, Kisangani à l'est et Kinshasa à l'ouest. Avec une population estimée actuellement à 8 millions d'habitants, cette dernière ville est une des plus grandes d'Afrique. De l'État indépendant du Congo au Congo belge. En 1884, le roi des Belges, Léopold II, se fit reconnaître souverain de l'État du Congo, proclamé État indépendant du Congo, EIC, par la Conférence de Berlin 1885. 40 années durant, le souverain belge géra sa colonie comme une entreprise lucrative, en maître absolu, sans aucune institution pour le conseiller ou pour restreindre son pouvoir. Pour lui, ses droits sur le Congo sont sans partage. Car ils sont le produit de ses peines et de ses dépenses. Grâce à l'ouvrage de Daniel Van Groenwegby,
Nous connaissons aujourd'hui l'importance du traumatisme qu'ont connu les Congolais qui, sous l'État indépendant du Congo où le génocide était tout simplement devenu une forme d'intimidation, étaient menacés de mort s'ils se risquaient à couper les lianes. Les lignes ci-après, relatives à cette violence, se passent de tout commentaire. Dooms, à la fois sévère et ponctuel, est considéré comme un bon blanc par les indigènes. Il n'a pas le tir aussi facile que son collègue, le commandant Aling qui un jour, reprocha à Dooms d'être trop libéral et de ne pas abattre suffisamment de Noirs. D'après son propre rapport, le commandant Aling a tué 245 indigènes au cours d'une exploration faite en novembre 1899. À Ngongo, Scrivener apprend que les surveillants et les soldats firent autant de victimes que la population renonça à les enterrer. Les cadavres étaient simplement déposés dans l'herbe. D'ailleurs fréquemment, l'enterrement des morts leur étant interdit, les villages et leurs environs ressemblent plutôt à un immense ossuaire qu'à un cimetière, rapporta Scrivener. De nombreux Noirs sont morts en forêt, où ils avaient été envoyés pour recueillir le caoutchouc, ils ont succombé à la faim et à l'épuisement. À Ngongo, fin 1900, 7 hommes ont été abattus par les gardes et leurs parties génitales clouées sur la clôture qui entoure le logement du chef. En 1908, l'État indépendant du Congo devint une colonie belge. Pendant près de 6 décennies, la Belgique produira des richesses au Congo au point d'en faire une des régions les plus riches de la planète. Ces richesses feront la grandeur de la Belgique. Mais le Congo aussi en profitera, car la Belgique dotera sa colonie des équipements économiques et des infrastructures socio-économiques qui en faisaient l'un des pays phares de l'Afrique post-indépendance. La production des richesses était rendue possible grâce à une politique de développement industriel très efficace. En effet, alors que la Société Générale devint graduellement la principale source des capitaux au Congo, notamment avec la création de l'Union minière du Haut-Katanga, UMHK, de nombreux investisseurs étrangers furent attirés au Congo. C'est le cas notamment de Levé qui créera de nombreuses plantations connues sous l'appellation Plantation Levé au Congo, PLC, la plus célèbre étant celle de Leverville, actuellement Lusanga. Comme nous l'avons dit plus haut, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'UMHK livra aux États-Unis plus de 70% de l'uranium utilisé dans la mise au point des premières bombes atomiques. Mais une autre page d'histoire concomitante à celle-là est occultée. Il s'agit de la solidarité internationale qui est partie du Congo pendant cette même guerre. Cette solidarité, qui n'a d'égal que celle observée après le tsunami asiatique du 26 décembre 2004, témoigne de la richesse de la colonie belge. Pour nos lecteurs, nous reprenons quelques extraits du rapport de J. Guillain à l'Institut royal colonial belge, concernant cette solidarité. Vint l'attaque brusquée de mai. 5 jours après, le 15, un appel vibrant est lancé par le Courrier d'Afrique, de Léopoldville, pour la création au Congo belge d'un fonds colonial de contribution volontaire pour la défense nationale et les œuvres de guerre de la Belgique attaquée et meurtrie. On évoquait les misères à soulager. Celles des soldats blessés et des soldats prisonniers, celles des veuves et des orphelins de guerre, celles des réfugiés et des sinistrés. On y réclamait avec audace 20 millions de la générosité des lecteurs. Le 25 mai, 1,5 million étaient réunis. Le 10 juin, les dons avaient afflué de toute la colonie et portaient à plus de 5 millions le capital initial du Fonds colonial des œuvres de guerre. Ce fonds allait vivre désormais d'une vie semi-officielle et réunir, pendant les années de guerre, 121 710 979 f, sous la direction et l'impulsion d'un comité central présidé par le gouverneur général Rickman II. Les sommes recueillies furent affectées à diverses œuvres. Schématiquement, on peut les récapituler dans l'ordre chronologique en disant qu'elles furent d'abord consacrées à soulager la grande détresse des réfugiés, puis celle des prisonniers de guerre. Vinrent ensuite les contributions destinées à combattre la sous-alimentation et le manque de vitamines en Belgique. En 1941, la préoccupation dominante fut celle de la coopération étroite avec nos alliés britanniques. Elle se matérialisa par le don spontané d'avions Spitfire. Ce furent ensuite les appels en faveur de la Russie, de la Pologne, de la Grèce, de la France libre, du Luxembourg, de la Hollande, de la Tchécoslovaquie. Des secours furent demandés pour le Congo British War Fund, pour les marins alliés, pour le fonds du Lord Mayor de Londres, pour le welfare de nos troupes coloniales, pour les internés de Miranda, pour les familles belges en Angleterre.
vers le milieu de 1942, et davantage encore en 1943 et 1944, l'activité de la Croix-Rouge du Congo prit une ampleur considérable. Elle sollicita spécialement le public pour les prisonniers de guerre et les enfants nécessiteux et débiles, restés dans la mère patrie. Fin 1944, lors de l'offensive de von Rundstedt en Ardennes et des bombardements d'Anvers et de Liège, la colonie organisa la contre-offensive de la Charité et réunit, en peu de mois, 41 296 624 francs qu'elle versa au Fonds national d'aide aux sinistrés 3. Ces extraits interpellent des esprits sensibles sur la situation actuelle du Congo, où plus de 3 millions de personnes sont mortes dans l'indifférence totale de la communauté internationale. Le Congo ne mérite certes pas cette indifférence. Mais le pire, c'est que cette page d'histoire pourtant récente est occultée en Occident et inconnue au Congo. Du Congo indépendant à la République du Zaïre. Après les émeutes de janvier 1959, le Congo accède à l'indépendance le 30 juin. Ce fut l'occasion de cérémonies grandioses comme l'investiture du président Kasavubu et de son premier ministre Patrice Emery Lumumba, auquel le roi Baudouin assista. Vint une période d'incertitude et de troubles marquée par l'envoi des 20 000 casques bleus et d'une mission des Nations Unies chargée des opérations civiles, ONUC, l'assassinat de Patrice Lumumba, des rébellions, la mort dans un accident d'avion du secrétaire général de l'ONU, le Suédois Dag Hammarskjöld, et des tentatives de sécession de la riche province du Katanga. Le 24 novembre 1965, le lieutenant-colonel Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Il régnera sur le Congo pendant 32 ans. Le début de son règne suscita beaucoup d'espoir. Le président rêvait d'un pays grand et puissant, à l'horizon 1980. On parlait alors des objectifs 80. Il se lancera dans de grands projets dont certains ne se concrétiseront jamais. D'énormes sommes d'argent seront englouties dans ces éléphants blancs 4, et aussi dans l'organisation de grandes manifestations sportives et culturelles, comme le combat de boxe entre Mohamed Ali, Cassius Clay et George Foreman. Le temps finira par dévoiler la face cachée d'un dictateur qui fera passer le Congo et son peuple de la grandeur à la décadence. En effet, le président Mobutu commencera par débaptiser le pays. Le Congo deviendra le Zaïre en 1971. Pour justifier ses solutions politiques, le président a inspiré la doctrine du recours à l'authenticité en 1971, dont l'objectif principal sera d'opposer aux solutions héritées de l'époque coloniale des solutions nouvelles qui s'inspireraient des traditions africaines précoloniales. Du point de vue politique et institutionnel, les nouvelles solutions se traduisent par la substitution de la conception traditionnelle à la conception moderne du pouvoir. La manifestation la plus visible de cette doctrine était l'obligation pour les Zaïrois de porter des noms et prénoms authentiquement africains, au lieu et place des noms et prénoms judéo-chrétiens. Ainsi, prêchant par l'exemple, le président s'appellera désormais Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga, et non plus Joseph Désiré Mobutu. Une autre manifestation était, pour les hommes, l'abandon du costume cravate au profit de la basse-coste, un costume, manches longues ou courtes, inspiré de la veste chinoise et porté avec écharpe et insigne du parti uni. Pour les femmes, le port du pantalon était proscrit au profit des pagnes. La débaptisation ne concernait pas seulement les personnes, mais aussi des entreprises et des écoles. Les collèges et lycées catholiques seront principalement visés. Quelques exemples. À Kinshasa, le collège Albert Ier deviendra collège Boboto, tandis que le lycée Sacré-Cœur deviendra le lycée Bosangani. Sur le plan économique, le Zaïre s'est lancé dans la réalisation de grandes entreprises pour arriver à un développement rapide. Tous les grands pays industrialisés, et en premier lieu les États-Unis, semblent lui faire confiance. Tout cela était louable en soi, si ce n'est que ces investissements se sont révélés d'une quasi-inutilité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.